va essayer de faire dialoguer différents auteurs et autrices sur la question de l'anthropocentrisme, qui est un peu une occasion d'aborder différents thèmes, aussi bien, j'imagine, sur la question un peu générale de l'altérité, du rôle, de la fonction de l'altérité dans la littérature de science-fiction ou de fantasy, ou plus largement dans la littérature. On n'est pas obligé de mettre ces limites-là ou d'utiliser ces conventions-là. Enfin, libre à chacun, en tout cas, et chacune. Et qui sera l'occasion, peut-être, voilà, pour chacun des auteurs et des autrices, de revenir, alors peut-être pas sur l'intégralité de leur œuvre, mais à partir de certaines de leurs œuvres, sur le rôle, la fonction du non-humain en général, d'animaux non-humains ou de machines ou de créatures hybrides, de chimères, et pour essayer de comprendre s'il est possible, j'aimerais qu'on oriente ensemble la discussion là-dessus, s'il est possible au fond de sortir de soi en tant qu'on appartient à l'espèce humaine, et à quel point la littérature peut être un moyen, peut-être condamné à l'échec, mais au moins un bel échec, d'essayer de donner, non pas peut-être de prendre le point de vue, mais de donner un point de vue à du non-humain, à autre chose en tout cas que l'humain, ou que notre forme de vie, ou que notre corps. Comment on peut le faire concrètement, et comment vous le faites dans certains de vos ouvrages. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que c'est possible de sortir de soi en tant qu'on est un corps humain et en tant qu'on a une forme de vie humaine? Est-ce que ça n'est pas possible, mais il faut le faire quand même? Ça pourrait être une idée aussi, hein. Peut-être qu'on est condamné par le langage à notre forme de vie humaine, et pourtant on doit essayer de s'en sortir. Donc j'aimerais qu'on fasse un premier tour ensemble, peut-être, avec comme question introductive, j'aimerais vous demander, puisque on est censé débattre de la question de l'anthropocentrisme, de savoir, dans votre expérience d'abord de la science-fiction ou de la fantasy aussi, si ça vous est apparu immédiatement, même dans vos souvenirs de lecture, hein, vos souvenirs d'enfance, d'adolescence, comme une littérature centrée ou décentrée. C'est-à-dire, il y a les deux. On sait tous, en lisant de la science-fiction, par exemple, que il y a des œuvres qui peuvent être très centrées, très idéologiques, il existe de la hard science, de la science-fiction militaire, très centrée sur souvent des personnages masculins, très centré sur le point de vue humain aussi. Est-ce que vous avez d'abord eu une expérience de ces littératures où vous avez fait l'expérience de quelque chose de très central, de très centralisé, ou au contraire de la possibilité de se décentrer, de prendre un tout autre point de vue? Quelle a été votre première expérience, même comme lecteur ou comme lectrice de science-fiction ou de fantasy? Une expérience de décentrement, ou une expérience au contraire voilà, d'avoir affaire à des stéréotypes, des choses très centrées? Donc on va commencer peut-être, puisque je vous ai pas présenté, par Émilie. Donc vous êtes l'autrice de deux romans, dont le dernier, Quitter les monts d'automne. Vous nous parlerez peut-être de l'influence de la culture japonaise, par exemple, dans votre œuvre, et du détour, en tout cas dans cet ouvrage, par la culture japonaise. Voilà, je voulais savoir, en tant que lectrice, est-ce que vous avez d'abord eu une impression de centrement ou de décentrement en lisant de la science-fiction? Peut-être que d'ailleurs vous n'avez pas lu de la science-fiction enfant ou adolescente, ou que vous y êtes venu plus tard. J'ai lu les classiques qui se trouvaient dans la bibliothèque familiale, Asimov, des trucs comme ça quand j'étais adolescente, mais ça m'a pas marqué. Et donc ma première expérience vraiment du sense of wonder qui m'a amenée à l'écriture de science-fiction, c'est par les dessins animés, et c'est par le film Nausicaa de la vallée du vent. Je l'ai dit à de multiples reprises, mais ce film, c'est un merveilleux dessin animé qui est inspiré d'une bande dessinée. Et il a été réalisé, je sais pas, peut-être dans les années 70, détrompez-moi, parce que si 80, non, ouais, je sais plus. Milieu des années 80. Oui, ouais, ça doit être ça. Ouais, voilà. Et ben c'est déjà une histoire où il est question d'une héroïne qui se décentre elle-même, qui est très empathique et qui communique avec des espèces vivantes insectoïdes, et qui essaye de les comprendre et d'entrer en communication avec elles. Et cette histoire m'avait fait complètement partir, et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et après, plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser à la science-fiction en tant que littérature, parce que je commençais moi-même à en écrire, j'ai relu des auteurs classiques comme ça, de l'âge d'or, ou même Jules Verne. J'ai essayé de relire Jules Verne,
que j'avais rejeté quand j'étais enfant. Bien sûr, on m'avait mis des livres de Jules Verne dans les mains. Et il faut lire Jules Verne. J'avais pas aimé parce qu'il y avait des personnages masculins et moi je préférais le Club des 5 où il y avait, je crois que c'est Claudine, Claude. C'est Claude. Et donc voilà. Donc bref. Donc quand j'ai commencé à me pencher sur ces romans, j'ai eu une sorte de choc culturel en fait. Je me suis pas du tout reconnue en fait. J'ai trouvé qu'il y avait une vision très européenne, occidentale, avec une vision souvent des personnages masculins, comme tu dis, des héros masculins qui partent à l'aventure, qui partent explorer le monde, qui portent un regard particulier sur le monde. Et je me suis vraiment pas reconnue dans ces points de vue, dans ces visions. Et après, j'ai découvert d'autres auteurs, d'autres autrices. Et donc, je te parlais de Ursula Le Guin. Et donc là, vraiment, ça a été une rupture, une révélation. Et j'ai compris que les mentalités et les visions avaient évolué. Et finalement, quand on y pense, entre Ursula Le Guin et Jules Verne, il y a à peu près un siècle de sciences humaines qui ont fait évoluer aussi notre connaissance de l'être humain, de la diversité en fait des sociétés, des civilisations humaines. Et ça se ressent en fait à la lecture. Et je pense que les lecteurs et les lectrices, les jeunes lecteurs et les jeunes lectrices de nos jours, quand ils lisent de la science-fiction, ils ont une sensibilité peut-être assez forte à ces différences en fait. Voilà, c'est. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je suis partie dans une direction. Alors, Léo, maintenant peut-être. Donc, tu es l'auteur de multiples romans, aussi bien de science-fiction, de fantastique, de fantasy. Un roman qui s'appelle Hildegarde, sur la figure d'Hildegarde de Bingen. Aussi un texte que tu m'as fait lire, très beau, que je vous conseille, qui s'appelle Tresse, en collaboration aussi avec un illustrateur et avec un scientifique, Hervé Le Guyadère. On sent dans ce texte, comme dans d'autres de tes œuvres, un intérêt pour du non-humain, pour autre chose que l'humain en tout cas. Est-ce que c'est un intérêt qui est né comme lecteur aussi d'une fascination, d'une rencontre avec là aussi comme Émilie une science-fiction plutôt décentrée, enfin qui essaye d'aller vers la marge, ou d'abord d'une science-fiction très centrée, stéréotypée. Ouais, moi je viens de la science-fiction la plus centrée et stéréotypée qui soit, et ça m'a pas posé de problème pendant vraiment très longtemps. Mais parce que j'ai, comment dire, c'était des livres écrits pour moi, hein, par des gens qui me ressemblent, donc c'était pas non plus. Et moi c'est venu plutôt dans l'autre sens. Ouais, c'était plus une réflexion d'abord d'ordre politique qui est devenue une réflexion esthétique, et c'est beaucoup grâce aux copines en fait. Enfin, c'est aussi beaucoup grâce au groupe et discuter avec des gens. Et typiquement cette question sur la frontière humain-non humain, c'est né d'un groupe d'autrices et d'auteurs qu'on a formé, avec lequel on essaye de travailler ensemble, qui s'appelle Zanzibar. Et c'est Sabrina Calvo qui est venue me voir et qui m'a dit: le grand sujet, c'est les animaux. Et je dis: mais je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord, je vais m'y intéresser. Elle parle un peu comme ça. Et mais c'est très intéressant parce que en fait, à chaque fois, pour moi, c'est des découvertes. Enfin, je sais pas comment dire. C'est à chaque fois, je me dis: mais en fait, je n'y comprends rien. Et donc, c'est aussi voilà. Tu as souvenir d'un texte en particulier que tu aurais lu? Qu'elle t'aurait fait lire? Sur les trucs, non, ça je sais plus, j'ai fouillé. Par contre, il y a une expérience qui a été vachement importante pour moi et qui commençait vraiment comme un jeu, c'est qu'en fin 2017, avec quelques copines essentiellement, on a dit qu'en 2018, on n'essaierait de consommer que de la fiction, non, pas que de la fiction, que de la culture produite par des femmes, voilà, en voyant ce que ça fait. Donc pour les bouquins, c'était relativement facile. C'était ultra galère pour la musique, par exemple. Il y a des trucs, ou même pour le cinéma, parce que les réalisatrices, enfin les réalisateurs sont souvent crédités par leur nom de famille, et donc si on ne sait pas, on n'a aucun moyen de savoir si c'est un homme ou une femme qui a réalisé. Bref, ça c'était une grande parenthèse. Mais du coup, ça a été une expérience vraiment fondatrice, c'est-à-dire qu'au bout d'une année à lire que des livres écrits par des femmes, revenir à des livres écrits par des hommes, je me suis dit: ah oui, c'est marrant, ça m'avait pas manqué, et ça non plus, et ça non plus, et donc du coup c'est voilà. Mais je pense que c'est
du coup moins évident pour moi parce que c'est un truc qu'il faut que j'apprenne plutôt que de me rendre compte que tous ces livres n'ont pas été écrits pour moi, de me rendre compte qu'en fait, oui, ces livres ont été écrits pour moi, mais c'est quand même pas super, quoi. Et tu as l'impression, par exemple, qu'en lisant des ouvrages écrits par des femmes, tu t'es retrouvé face à des œuvres plus attentives à l'animalité non humaine ou non humain? Ah pardon, ça avait rien à voir avec Non, enfin, ça avait pas exactement rien à voir, mais s'il y avait une connexion. non, j'ai essayé de détourner la conversation en fait. Ça a marché alors. Et puis en troisième, donc Luvan, qui est donc vous avez écrit de très nombreux ouvrages. Je vais citer peut-être les deux derniers. Je crois que ce sont les deux derniers, Susto et Agrafa. Ou j'en manque un peut-être entre les deux. Je sais plus de. Peut-être j'ai beaucoup de mal avec ça aussi, mais je crois bien, oui. Ouais. Qui, voilà, un peu la même question. Est-ce que vous avez des souvenirs de lecture, je sais pas, de révélation peut-être d'un sentiment de décentrement par la lecture d'œuvres de science-fiction ou de fantasy, de découverte d'un autre point de vue, d'un tout autre point de vue, d'impression que les choses se renversent, tout était vu de ce point de vue et en fait tout peut se renverser et on peut voir du point de vue, y compris d'un point de vue radicalement non humain, qui pourrait être un point de vue d'une intelligence artificielle ou du point de vue d'un animal ou d'un hybride, d'une chimère, de quelque chose d'autre. Bah c'est un peu gênant parce que moi j'ai l'impression que, en fait, typiquement Goldorak, j'étais convaincue que j'étais Goldorak. Et 2, quand on m'a dit que c'était Actarus, oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, quand on essayait de m'expliquer qu'en fait c'était Actarus qui le pilotait, j'étais mais vénère parce que j'étais là, mais non, c'est Goldorak, c'est une sorte de taureau de l'espace, c'est une sorte de vache qui rit qui vole. D'ailleurs, je suis Goldorak. Et du coup, c'est un peu gênant parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que, enfin, pour moi, l'écriture et la lecture sont venues au même moment. Et une seule fois, j'ai l'impression d'avoir été en contact avec une personne très jeune qui avait la même expérience que moi, quand j'ai entendu quelqu'un demander à un petit enfant si il ou elle était un petit garçon ou une petite fille. Et cette petite personne a répondu je suis un crocodile. Et en fait, je crois que c'est ce que j'ai toujours senti au fond de moi. Il y a quelque chose qui est lié à... Je sais pas. Donc pour moi, la lecture, c'est aussi beaucoup la mythologie, la transformation, voilà, la métamorphose. J'ai toujours été atterrée par ces récits-là, mais pas parce qu'ils me décentraient, juste parce qu'ils parlaient de moi, la vache qui rit volante. Je crois que la dimension de mon propre corps, je l'ai pas encore très bien. Quand on essaie de se moquer de mes bouquins, comme le fait Léo de temps en temps, mais avec beaucoup de tendresse et de bienveillance, c'est en disant, bah, écrire comme Luvan, alors il faut que ce soit sous terre, il faut qu'il y ait une ours, et on sache pas très bien qui parle. Ouais. Est-ce que c'est le rocher ou la mousse ou l'ours? Et voilà. Ou l'obscurité. Ou peut-être la brume. Du coup, pour moi, en lecture, bah, c'est la poésie, la mythologie. Et j'ai eu énormément de fulgurance, ou comment tu as appelé ça, Nausicaa. Mais ça m'a travaillé, mais ça m'a obsédé pendant des années, ce film. J'ai vu aussi, alors je ne sais pas si quelqu'un dans la salle ou quelqu'un a vu un dessin animé, c'est un court-métrage qui m'est arrivé dans la gueule quand j'avais quelque chose comme 8 ans. Une histoire, c'est dans l'espace, une société de pêche qui pêche des énormes raimentas géantes qui volent dans l'espace. Et lorsqu'il y a un accident, à un moment il y a un accident lors de cette chasse à la Moby Dick ailée bizarroïde, et un des chasseurs ou une des chasseuses est blessé. Et on accompagne cette personne et marche jusqu'à un trou où cette personne se jette et progressivement déchiquetée au terme de sa chute, et tout au bout de la planète, elle ressort sous la forme d'une raimanta géante dégueulasse. Cette métamorphose... C'était pour les enfants ? Alors, c'était censé être pour les enfants. Ma mère était à côté. J'ai essayé de lui en parler parce que j'étais un peu trauma quand même.
Et il y a tout, en fait. Il y a la chute de la naissance, l'enfantement. En fait, je crois que pour moi, c'est... Bref. J'ai l'impression de faire ma psychanalyse, ça. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est un des fondements de mon écriture, c'est cette non-définition de mon propre corps. Ça ne veut pas dire que je réussis le pari de parler comme les animaux ou de leur part. Ça veut dire que pour moi, c'est très confus. En fait, ta question, désolé, je suis en train de penser en même temps parce que ça me surprend et ça me prend un peu de court ta question parce que je me rends compte à quel point ma réponse est différente de la vôtre. Mais voilà. Sinon, il y a eu... non, mais je vais m'arrêter à ces trois Nausicaa, Goldorak, je suis une vache qui rit qui vole, et la Rémanta affreuse où on se déchiquette et on se reforme, voilà. Et puis l'idée que nous partageons les mêmes, enfin, le cycle de l'azote, c'est à la fois traumatisant et apaisant. Enfin, il y a un côté dans le mysticisme matérialiste qui est porté par dans plein de romans de science-fiction. D'ailleurs, l'idée qu'on appartient à un tout, etc. Donc il y a un côté un petit peu platonicien même de plein d'ouvrages de science-fiction, je trouve. Voilà. Émilie, pardon. J'aime bien l'idée que tu sois une vache qui rit qui vole. Et en fait, ça m'interpelle parce que donc la question du corps, en fait, qui se transforme et tout, parce que je crois qu'il y a encore 50 ans, bon, les dates, tout ça, on se posait même pas la question de savoir si même un bébé humain pouvait ressentir des émotions. Quand le bébé naissait, on lui filait des baffes, et puis voilà quoi, va dans le monde. Et on se posait pas non plus la question de savoir si les animaux pouvaient ressentir des émotions, etc. Et il y a un philosophe que tu dois connaître, je crois qu'il s'appelle Thomas Nagel, qui a écrit un article. Oui, c'est ça. Quel effet ça fait d'être une chauve-souris? Et je crois que son article a été un petit peu fondateur de toute une vision en fait, où on a commencé à se décentrer en fait de la vision anthropomorphique du monde et du vivant. Et on a commencé à se questionner sur effectivement en fait qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris, comment une chauve-souris voit-elle le monde? La chauve-souris, elle envoie des petits cris, je crois, et donc elle fonctionne par écolocation, elle vit dans un monde d'écolocation. Alors, à quoi ressemble le monde d'une chauve-souris? Eh ben, en fait, la réponse c'est difficile. On peut essayer de l'imaginer, mais tant qu'on n'est pas dans le corps d'une chauve-souris, c'est difficile de se le représenter. Et c'était des questions qu'on se posait même pas, je pense, hein, dans les années 30 ou 40, enfin, peut-être. Et alors que maintenant, c'est tout à fait naturel de se poser la question. Et voilà, on est là à se demander comment représenter l'altérité en science-fiction, comment rentrer dans la tête d'une Rémanta géante ou d'une vache qui rit volante. Et c'est bien que les choses évoluent en fait comme ça. Après, est-ce qu'on est capable de se représenter ça? Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que le langage en fait, qui est notre média en fait, permet d'explorer ces sensorialités différentes? Eh ben, je sais pas. Alors justement là-dessus, parce qu'en effet, l'article que tu cites, What is it like to be a bat, donne une réponse assez modérée, assez mitigée. Et surtout, on voit bien, enfin Nagel, c'est une question qu'il a développée, que c'est une chose de se poser la question si on peut imaginer, même ressentir ou percevoir ce que perçoit l'animal, c'est encore autre chose de le représenter. Et le représenter, cette fois, je m'adresse à vous, moi en tant que lecteur ou lectrice, que écrivain, il faut passer par le langage. Passer par le langage, ça veut dire passer par les mots, passer par de la grammaire, par de la syntaxe, par un ensemble de normes qui appartiennent au langage humain en général et à la langue que vous allez choisir pour écrire, ici plutôt le français en particulier. Comment est-ce que concrètement vous faites, quand ça vous est arrivé dans une œuvre, d'essayer de construire, d'accéder en tout cas à une autre subjectivité, à une autre forme de vie, plus ou moins humaine, différente, plus ou moins radicalement différente de votre subjectivité humaine? Comment est-ce que concrètement on fait en étant dans les mots, qui sont des mots humains, dans le vocabulaire, mais aussi dans la grammaire, dans des systèmes, une structure qui peut finir par apparaître comme une cage? Comment est-ce qu'on s'échappe de cette cage? Et j'ai juste une image avant la question. C'est il y a une expérience célèbre et souvent tournée en dérision où dans les années 30, un naturaliste est parti à Java et à Bornéo avec pour but d'aller observer la faune sauvage. Et il a décidé de se construire une grande cage métallique, et non pas pour enfermer les animaux dans la cage métallique pour les ramener au zoo, mais pour s'enfermer lui dans la cage pour se protéger de la nature sauvage. Donc on arrive à une image un peu
un peu absurde, un peu dérisoire, en fait, d'un homme qui essaye d'observer la sauvagerie et l'altérité, et qui pour cela se met dans une cage en métal pour se protéger et pour s'en éloigner, du coup. Enfin, il se retrouve seul, parce que par exemple, dans la cage, il est immobile, donc les animaux passent, mais il peut pas les voir. Donc l'expérience a en grande partie raté, puisqu'il n'a pas pu observer grand-chose. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des animaux qui sont venus l'observer par contre, qui sont venus le voir en cage. Donc comment est-ce qu'on fait avec la cage du langage, du vocabulaire, de la grammaire, pour essayer d'aller vers voilà, d'autres formes de vie, d'autres formes de subjectivité, la chauve-souris ou d'autres? Comment est-ce qu'on fait, ou comment est-ce qu'on fait pas d'ailleurs? Ouais, c'est ça. Moi, je crois essentiellement, je fais pas. Mais par contre, je parle du fait d'essayer de le faire. Donc, non, ça a aucun sens ce que je raconte. Je vais rattraper mon idée. Non, après, ce que je trouve intéressant dans cette question, en fait, le fait de faire un article scientifique et de se poser la question en scientifique de dans quelle mesure on peut se projeter ailleurs, c'est super intéressant. Après, je crois pas que ce soit notre taf. Enfin, nous, on fait pas de la science. Et théorie, je la pose comme ça. Moi, je soupçonne que vous faites avec quand même. Une des choses vous en lisez, vous. Ouais, bien sûr, oui, pardon. Mais alors, à mon avis, peut-être, je pose ça, c'est vraiment une théorie, c'est que le vertige propre à la science-fiction, c'est précisément de raconter des histoires en utilisant un matériau scientifique, c'est-à-dire un matériau qui n'est pas à la mesure de l'homme. Donc, quand on utilise la physique, c'est des distances incroyables, c'est des possibilités de planètes autres, c'est des échelles de temps incroyables, etc. Et là, on est dans quelque chose qui va plus puiser dans un matériau scientifique qui serait l'éthologie, l'étude des comportements animaux, etc. Mais dans tous les cas, quand on raconte des voyages spatiaux, on n'est pas en train de faire de l'astrophysique. En fait, on est en train d'utiliser une rêverie astrophysique pour raconter une histoire. Et donc, moi, j'ai l'impression que c'est à peu près le seul endroit où on peut aller. En fait, on fait une rêverie, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire en essayant d'utiliser effectivement ces préoccupations scientifiques qui sont aussi des préoccupations culturelles. Enfin, c'est aussi lié à ça. Et ces préoccupations scientifiques ou ces lectures, très concrètement dans l'écriture, pour vous, elles jouent quel rôle? Est-ce que c'est une sorte de garde-fou? C'est-à-dire lire par exemple des articles scientifiques, c'est dire, moi je vais pas commettre cette erreur, je vais pas par exemple si je lis un peu d'éthologie animale, parce que j'essaye de donner voix à un individu de telle espèce animale, est-ce que je dois lire quand même un minimum, avoir un minimum de savoir scientifique, ne serait-ce que pour ne pas lui attribuer certaines choses fausses, enfin au moins pour pas faire certaines erreurs? Est-ce que ça a un rôle comme ça de garde-fou un peu négatif? Pour qu'ensuite l'imagination puisse trouver sa place pour faire parler un être, ou quel rôle ça a en fait pour nourrir ensuite une imagination positive, le fait de lire des données quoi, ouais. Par exemple, tout simplement. Je sais, moi ça me fait plutôt rêvasser, voilà. Mais après vraiment c'est une frontière que je franchis pas en fait, c'est-à-dire que je fais pas parler les animaux. En fait, je me mets pas à la place de l'animal. Je parle des gens qui se préoccupent de savoir dans quelle mesure on peut entendre parler les animaux. Donc c'est plus poser cette question-là sans nécessairement y apporter de réponse. Émilie? Je pense que de toute façon, on ne pourra pas parler comme parlerait un animal ou un alien ou un arbre même, parce que maintenant, je crois qu'on se pose la question de savoir si les arbres ont une conscience ou autre. C'est impossible en fait, puisque le langage, il émane de notre expérience du monde et de la manière dont on a de le catégoriser. Je voulais juste dire un truc, c'est que quand on a l'expérience de deux langues et de deux cultures, on se rend bien compte aussi qu'il y a des langues qui permettent de dire des choses qui sont impossibles à dire dans une autre langue. Et c'est déjà là qu'on voit qu'il y a ça permet de mettre en perspective un petit peu voilà, notre propre rapport à la langue, à l'écriture, à ce qu'on est capable de dire et ce qu'on peut dire dans une langue donnée. Il y a des choses qu'on peut dire en français qu'on ne peut pas dire je sais pas, en japonais, par exemple. Il y a des choses qui existent dans la langue japonaise qu'il est très difficile de traduire en français parce qu'il n'y a pas le mot pour le traduire, il n'y a pas l'expérience et toute la culture derrière pour le dire. Et donc, on fonctionne avec des catégories mentales. Donc, pour faire parler à un être complètement différent de nous, tu parles de la rêverie, Léo. Eh ben, je suis assez d'accord avec toi. Nous, on n'est pas des scientifiques. C'est important de lire, évidemment, surtout si on fait de la science-fiction. Mais après, on est aussi des artistes quelque part, des rêveurs. Et je me demande si une manière de décrire l'impossible, ne serait pas de faire appel à la poésie, en fait.
qui permet de nous faire percevoir des choses de manière intuitive, en shuntant en fait la logique, en fait, qui est comme ça, ces schémas de pensée qui sont incrustés dans notre cerveau. Voilà, la poésie peut-être peut permettre d'ouvrir des portes. Et je parle du langage, mais en musique aussi, je pense qu'il y a certainement des techniques qui permettent d'ouvrir les portes. Fan ? Oui, en fait, plein de choses. Du coup, en fait, je me rends compte que cette table ronde me fait vachement réfléchir à la façon dont je travaille, et c'est super et à la fois hyper angoissant. Du coup, le plus simple, la poésie, ouais, complètement. Et d'ailleurs, je crois qu'hier dans la table ronde, j'ai évoqué ce site internet qui est également une revue qui s'appelle The Dark Mountain Project. Tu vois ce que c'est ? Oui. Ouais. Et du coup, leur but collectif est d'essayer d'appréhender le non-humain, le paysage, et par la non-fiction poétique et par la poésie, essentiellement. Il y a des choses très très belles. Je vous invite vraiment à aller consulter ce site. Qui d'ailleurs, si vous écrivez l'anglais, fait passer des appels à texte régulièrement. Et c'est des gens très bienveillants. Et du coup, effectivement, ça fait partie de leur statement. Alors, c'est des gens qui intellectualisent beaucoup, mais de façon poétique, mais néanmoins très intellectualisés. Du coup, ils ont un très très long statement dans lequel un des axes, c'est seule la poésie peut transcrire le paysage. Donc après, qu'est-ce qui est la poésie ? Enfin, ça c'est très long, etc. Donc effectivement, c'est ce qui m'a. Enfin, j'ai commencé à écrire sans réfléchir du tout à ce que je faisais. Et effectivement, beaucoup de gens m'ont dit mais c'est de la poésie, c'est pas de la prose. Enfin bref. Donc et c'est peut-être effectivement parce que autre chose, j'ai l'impression que pour moi j'ai l'impression de traiter. J'ai l'impression de considérer ou de traiter alors je sais pas si c'est en écriture ou dans moi ou comment ça s'organise tout ça. Désolée pour la psy collective, mais j'ai l'impression que je traite, mais peut-être c'est faux, l'humain comme un animal, je crois. Enfin, ce que je veux dire, je nous considère avec notre corps, avec nos humeurs corporelles, j'ai l'impression que les personnages, je les décris avec leurs odeurs. Je perçois le détail des personnages et jamais je suis infoutue de faire une image globale de la personne. C'est toujours un bout d'œil ou de cils et j'ai l'impression que je regarde l'humain et que je le considère de manière très organique. Ça veut pas dire que... Enfin, c'est juste en vous parlant que je m'aperçois de ça, en fait. Et quand tu parles de limite, faire parler l'animal, j'ai l'impression que je fais tout le temps parler l'animal sans me poser la question de la limite. Et du coup, je me dis peut-être que j'écris de la mythologie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je me suis jamais posé la question des limites, ni de la justification scientifique. Et je crois qu'en fait, j'écris de la mythologie. Enfin, je suis complètement terrorisée. Il faut que je me suis trompée de festival. Je m'en vais. C'est pas le Les intermythologiques de Lyon. Mais du coup, effectivement, et par rapport à la matière scientifique, question par rapport à mon travail, puisque la question c'est, désolé, ça fait jeu, mais c'est pour répondre à ta question sur la méthode. Et du coup, mon travail en cours, c'est un travail autour du cosmos, de ce qui nous entoure. Et j'ai l'impression et c'est pareil, il y a une question de limite, de différence entre nous et le reste. Je crois que j'ai du mal à concevoir la frontière de nos corps, parce que j'arrive pas à aborder. J'adore les fictions spatiales. Je suis une grande fan de Star Trek aussi d'ailleurs, d'Alien. Enfin, bon, j'adore passer à la salle Nostromo. Enfin, mais en fait, je me suis dit ça y est, je vais faire un bouquin dans l'espace et en fait, je vais finir par y arriver. Mais plus ça va, plus je me dis qu'en fait, l'espace c'est une écologie. J'arrive pas à concevoir l'espace comme quelque chose de différent de ce qu'on vit ici. Et du coup, ça me pose problème dans le comment négocier le rivage entre ici et là-bas, sachant que la planète Terre, c'est déjà un objet céleste en fait. Il n'y a pas d'ici ou là-bas, il y a voilà. un seul espace en fait. Et après, il y a plein de choses dans l'être humain, par exemple, des atavismes qui finalement, par exemple, l'immortalité des cellules, ou enfin, je sais pas. Ce qui m'intéresse, par exemple, la différence. Enfin, là, je vais trop loin parce que je vais parler de cancer et ça va pas.
Mais c'est pas du tout traumatisant pour moi, ça l'est peut-être pour vous, mais du coup, voilà. Quand on parle de l'immortalité de certaines de la première forme de vie avant la sexualité, qui était une forme de vie immortelle, on va dire, enfin et du coup, je me dis peut-être, enfin, c'est hyper intéressant de se dire qu'on porte en nous toutes les possibilités de vie. Voilà. Et autre chose, ce qu'on partage, l'énergie. L'énergie, c'est comme la force dans Star Wars. Donc pour écrire sur l'espace, j'ai interviewé pas mal d'astrophysiciennes et d'astrophysiciens. Et en fait, je voulais aller à chaque fois à la base des règles de physique. Désolé, vous êtes sûrement physicienne et physicien, il y en a plein dans cette salle. C'est cette idée que l'énergie, en fait, Aloïs, qui est pas du tout mystique, a dit mais en fait, si j'étais croyant, je te dirais que l'énergie, parce que je dis mais c'est quoi l'énergie? Il dit si j'étais croyant, je te dirais que c'est divin. Parce qu'on sait pas en fait, on sait comment elle s'échange, mais on sait pas ce que c'est. Bref, ça va très loin, mais c'est par rapport à la caution scientifique de la façon dont j'écris. Et là, je suis pour le coup coincée. Je suis bloquée par l'immensité de cette masse scientifique sur l'astrophysique, que pour l'instant je sais pas aborder parce que je sais pas la démêler de mon existence propre et j'ai besoin de la mettre, de l'externaliser de manière à en faire un objet. En fait, pour l'instant, je suis dans cet état-là. C'est une phase de travail. Ouais, c'était la première fois Mais oui, parce que je crois que j'ai simplifié cet objet animal en l'assimilant à moi. En fait, je l'ai pas externalisé. Je pense que j'ai une écriture très immature de l'animal, en fait. Voilà. J'ai encore envie de sortir de cette pièce. Et chacun d'entre vous, en tout cas, l'a évoqué à chacun à sa manière, et c'est sans doute un des points communs pour un lecteur quand on vous lit, même si vos œuvres sont très différentes, c'est que on a l'impression que vous avez une sorte de désir de tendre vers le poétique, pas forcément la poésie, et c'est des formes très différentes. Ça peut être dans l'œuvre d'Émilie la tradition japonaise aussi. Ça peut être de la poésie sonore, de la poésie expérimentale, un certain rapport au langage. En tout cas, on sent dans chacune de vos œuvres un désir, une sorte de presque de tourment parfois, d'être dans le roman ou dans le narratif, et en même temps d'être attiré par une sorte de puissance, d'une autre puissance de la littérature, d'une puissance poétique. Et très souvent, on a l'impression dans vos œuvres que c'est lié justement à pas une sorte d'envie, mais d'impression que le poétique pourrait aller plus près de l'autre, plus près de l'autre, plus près du non-humain. Quel rapport vous avez à la fiction, mais à la fiction narrative? C'est-à-dire, est-ce que justement la fiction narrative, des fois, elle vous semble cette cage, la cage de l'explorateur, dans laquelle il faut s'enfermer aussi avec des barreaux, et comme si le poétique était une autre puissance ou un autre nom qu'on donnerait à la puissance littéraire, qui permettrait, je trouve qu'on le sent parfois dans chacun de vos travaux, très différemment, j'insiste, mais qui permettrait de se débarrasser de certaines contraintes narratives. Je sais pas, il y a des contraintes romanesques. Il faut qu'un personnage soit plus ou moins identifiable et réidentifiable, à peu près. Enfin, il y a un rapport à la description, il y a un rapport au langage, il y a un rapport aux didascalies, il y a un rapport au dialogue, il y a un rapport à la temporalité, par exemple, qui donne un ensemble de contraintes. Est-ce que parfois vous sentez une tension entre une part, disons, une part romanesque de votre travail et une part poétique? Et est-ce que le poétique vous semble parfois un moyen de vous rapprocher un peu plus d'autre chose, enfin d'une forme d'altérité, en tout cas par rapport à l'humanité, par rapport au corps humain, par rapport à des normes? Alors, moi, je ressens assez fortement cette contrainte narrative. Il y a des règles narratives et pour produire une certaine forme de littérature, et je suis dedans et je sais que je ressens une certaine frustration parce que j'aimerais bien casser les codes et aller vers autre chose, mais pour l'instant, j'en suis pas capable. Et pourquoi pas? Voilà, ma deuxième question serait, s'il y a cette frustration, pourquoi rester alors? Pourquoi rester dans ce cadre-là? Je pense que c'est parce que je suis une écrivaine débutante et que peut-être je vais évoluer vers quelque chose d'autre. Je voudrais faire comme comme a fait Picasso avec les Demoiselles d'Avignon. J'aimerais bien casser complètement les règles
de la narration classique, on va dire, avec une logique, une intrigue logique qui va se dérouler comme ça, qui va amener les personnages jusqu'à un certain point, etc. J'aimerais bien pouvoir casser ça, parce que je crois, je me trompe peut-être, qu'en cassant ces choses-là, on arrivera à exprimer d'autres formes ou d'autres facettes de la réalité et des émotions humaines ou non humaines, pourquoi pas. Mais il faut casser le carcan. Mais je sais que toi, tu as une écriture beaucoup plus expérimentale, ou toi, Léo, mais j'aimerais bien aller vers, au moins essayer une fois. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, une fois ou à l'avenir, j'en sais rien. Non, mais c'est difficile de casser les règles quand on a ça qui est ancré comme ça. Comme le dit un de mes éditeurs, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Eh ben, c'est pas facile, pardon, excusez-moi. Oui. Ouais, en 2 mots, pour moi, la poésie, enfin, assumer de faire de la poésie, pour moi, c'est vraiment, c'est la kryptonite. Enfin, c'est le mur du fond du boulot. Et il y a ça et l'écriture jeunesse pour vraiment les petits enfants. Je pense que c'est les 2 trucs qui me foutent le plus les jetons au monde, vraiment. Et par la contre, poésie pour la jeunesse, alors ouais, bah parfait, voilà, très bien, très bien. Qu'est-ce que t'attends? Et et non, en fait, je pensais à Jérôme Rothenberg, voilà. Donc je partage avec vous, c'est à lui que je pense. Non, je pense au technicien du sacré. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un projet un peu dingo. Je soupçonne, peut-être je vais dire des conneries, mais que Rothenberg, c'est un type de la Beat Generation qui s'intéressait beaucoup aux formes de poésie contemporaine et qui a passé plein de temps, ou essentiellement toute sa vie, à recueillir des textes de traditions souvent orales ou de traditions très antiques ou du monde entier, et à les traduire en anglais et à les présenter comme si c'était de la poésie contemporaine. Et donc ce bouquin s'appelle Les techniciens du sacré. Le traducteur a passé sa vie à traduire ce livre en français, donc il est incroyable en français aussi. Il y a toutes les sources, parce que c'est des trucs qu'il allait chercher dans des travaux d'historiens, d'anthropologues, de machin. Donc il y a toutes les sources à la fin si vous voulez, mais c'est pas du tout présenté comme ça, c'est présenté comme de la poésie. Et franchement, tous ces poèmes font exploser la tête. Enfin, il y a un truc à chaque fois, c'est l'expression de réalité qu'on sent immédiatement comme humaine, c'est-à-dire qu'on se reconnaît immédiatement parce que c'est une expérience humaine, et en fait c'est des expériences humaines qui sont toutes plus étranges, diverses, décentrantes, lointaines, fascinantes, voilà. Et ça c'est rendu possible très clairement par la forme poésie. Et un des chapitres que moi je préfère, alors on sort encore de ce truc du langage, c'est des descriptions de rituels. Donc il allait chercher des rituels sacrés ou magiques et il les décrit comme si c'était des performances artistiques, c'est-à-dire qu'il donne que les gestes et il donne aucune signification. Et ces descriptions sont juste magiques. Enfin, c'est super beau, hein. Voilà. Et ça répond pas du tout à la question. C'est traduit par José Corti et édité, pardon, ça a été traduit, je veux dire traduit en français et édité chez José Corti en français, mais j'ignore en anglais comment. Et juste un extrait parce que j'ai fait travailler des très jeunes enfants, du coup ça se rejoint, voilà. Je fais des ateliers avec des très jeunes enfants sur ces poèmes-là, et il y en a un qui m'est resté en tête parce que bon, à force de le répéter, c'est où l'oiseau trouve-t-il de l'ombre à l'ombre de l'arbre ombre, où l'ours trouve-t-il de l'ombre à l'ombre de l'arbre ombre, où le chien trouve-t-il de l'ombre à l'ombre de l'arbre ombre. Et c'est très long, ça continue, alors je sais plus quel autre animal. C'est juste magnifique. Et entendre des enfants, à la fin, ils criaient tous ombre, c'est juste incroyable. Voilà. Et du coup, Luvan, oui, parce que dans Susto, par exemple, on sent à mesure que le livre avance vers la fin, on sent et que presque une sorte de compte à rebours vers le poétique, enfin vers un événement qui correspond aussi à un changement de la langue qui est utilisé. Est-ce qu'il y a parfois, est-ce que tu te demandes parfois, voilà, si tu vas dire adieu à cette forme, à cette forme romanesque, il y a le sentiment dans Susto en tout cas d'un glissement, on sent un glissement, mais est-ce que ce glissement peut aller vers un adieu, le fait d'aller vers toute autre chose justement, des formes poétiques ou enfin, où il reste un attachement fort encore aux contraintes et aux normes romanesques, ne serait-ce que pour en partir, est-ce qu'il faut y revenir un peu pour pouvoir ensuite à chaque fois en repartir un petit peu dans chaque livre? je sais pas.
J'ai vraiment l'impression d'être chez un psy, c'est vraiment... Léo, quelle est la réponse? Mais non, mais en fait, le truc, c'est que tu as toujours fait aussi de la poésie. Donc déjà, tu as une œuvre poétique présentée comme telle, en tant que poétesse. Et par ailleurs, je pense que c'est le truc du taureau volant hybride, Raymanta déchiqueté. En fait, c'est-à-dire que c'est toujours, ta fiction est toujours de la poésie, ta poésie est toujours de la fiction. Je pense que c'est pas une question. Voilà, pardon. C'est une forme chimérique. Oui. Et par contre, poésie, je vous conseille, si vous l'avez pas encore lu, un recueil de poésie d'une astrophysicienne justement qui s'appelle Rebecca Elson, qui est morte à 31 ans, et qui s'appelle Responsibility to Awe, et qui vient d'être traduite en Belgique sous le titre Devant l'immense. C'est ultra beau. Voilà, et c'est par rapport à qu'est-ce que la poésie, qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la narration. C'est juste ça, c'est panneau publicitaire. Et ça s'appelle quelque chose de Diane. Oh flûte, je me souviens plus du nom je crois que c'est tout simplement le livre de Diane. Je me souviens plus du nom de l'édition, il y a Diane dedans. Et est-ce que vous avez à la fois comme chacun de vous, à la fois comme écrivain et comme lecteur ou comme lectrice, un exemple en tête, un modèle par exemple de personnage ou de figure, vous auriez l'impression que là, quelqu'un a réussi à produire. Alors soit, un peu de questions, soit du tout autre. Vraiment quelque chose qui vous semble, qui vous a sidéré parce que voilà, vous avez l'impression d'avoir vu, ça peut être dans un film aussi, hein, quelque chose de réussir à produire une figure tout autre, ni animale, ni végétale, ni humaine, tout autre chose. Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est une sorte d'idéal vers lequel parfois on peut tendre, d'essayer de limites, mais à laquelle on n'arrive jamais vraiment. Mais est-ce que dans votre imaginaire il y a une figure qui pourrait incarner, voilà, quelqu'un qui à vos yeux aurait capté vraiment une sorte d'altérité radicale, Autre que la vache qui rit. autre que la vache qui rit, mais qui peut être. C'est presque ça, pardon. Du coup, c'est querelle. C'est une querelle dans la mythologie sumérienne. Sumérienne. Quelle est la première civilisation de... Akkad des Sumères. Ouais. Du coup, je sais jamais qui vient. Oui, Babylone vient après, donc de Sumer. Et querelle, c'est la déesse de la guerre. Et donc, c'est une sorte de golem. On a construit une sorte de golem pour lutter contre elle. Et pour moi, c'est une figure. Quand j'ai lu cette matière-là, qui est très ancienne, c'est ça qui m'a le plus confronté à l'autre, mais c'est aussi l'autre ancien. En fait, c'est l'autre archéologique également, avec toute cette poussière, toute cette boue, quelque chose de très atavique qui m'a à la fois complètement parlé et à la fois frappé par son altérité. Et c'est humain, mais surhumain, je sais pas, ça rejoint un petit peu la mythologie, voilà, et c'est ce qui à chaque fois que je suis vraiment frappée par quelque chose, c'est soit de la poésie brute, ou par exemple les œuvres écrites de Wolfi, ou des artistes fous en fait, pour utiliser un mot qui est pas le bon mot, mais voilà. Je suis confrontée souvent ce qui me frappe, c'est l'altérité des personnes des émettrices et des émetteurs qui me sont très très étrangères ou très étrangers, et j'adore. Et je suis à la fois complètement bouleversée et désarçonnée parce que faire de ça, et à la fois je sais que je le réduis par la façon dont j'autorise cette matière à faire écho en moi. Enfin, du coup, je la limite. Enfin, du coup, c'est ce que tu disais sur ça annule, et tu annules l'altérité à partir du moment où tu l'intériorises. Tu l'assimiles. Oui, c'est ça. Voilà. Et à la fois. C'est pour ça qu'il faut que ça reste rare aussi, ou pas que ça devienne justement familier et s'annuler en. Je vais y réfléchir. Parce que là, ce que tu cites, ce sont des oui, on a l'impression de chocs de lecture, mais qui sont ponctuels, qui sont rares. Enfin voilà, qui les rendent trop familiers. Mais du coup, ouais, il y a ça, la familiarité, et qu'est-ce que le rapport entre la folie et l'animalité qui est très présent dans le loup-garou, etc. Enfin, il y a une figure aussi
c'est juste quelque chose que je pose. L'animalité et la folie dans la littérature, ce serait des comparaisons intéressantes à faire, parce que c'est aussi une forme d'altérité. Et tout ce qui est Lovecraftien, l'idée que ces grands anciens êtres nous rendent fous par leur simple vision. Typiquement, lorsqu'on regardait Apollon droit dans les yeux, on devenait fou. Le savoir, la Gorgone. Voilà, la Gorgone qui, etc. Donc il y a quelque chose de, je pense qu'on peut-être de limite, comme tu disais, de frontières pas franchies. Enfin, il y a quelque chose qu'on a en nous, on a envie de tendre vers, et à la fois c'est très mortifère d'aller vers l'animalité parce que c'est le cycle du carbone, la mort, la réincarnation. Enfin, c'est juste quelque chose que je pose. C'est peut-être des choses qui sont un peu similaires. Et sur la limite, d'ailleurs, chez Lovecraft, en général, ça va vers les limites de la littérature. C'est du côté de l'indescriptible, quand le personnage est confronté en général à la vision d'un grand ancien ou de Cthulhu, Lovecraft bascule en général dans un régime de description où il est obligé de dire son impuissance, parce que c'est pas de l'ordre de la représentation. En fait, ça dépasse la représentation, c'est irreprésentable, et le personnage peut plus témoigner seulement que du fait que il peut dire qu'il a vu quelque chose, mais de tellement autre et irreprésentable qu'il ne peut pas le dire, qu'il peut pas. Et ça aboutit à une sorte d'échec aussi. Et en même temps, on reste toujours dans un point de vue qui est celui du personnage humain, qui va être confronté à l'altérité absolue et qui va pas être capable de le décrire, mais le point de vue est toujours centré sur l'humain. Personnellement, j'ai pas encore rencontré de récit où on bascule complètement de l'autre côté, c'est-à-dire que le non-humain va s'exprimer. Alors, on a parlé hier, je crois, on a évoqué une éthologue belge, je crois qu'elle est belge, qui s'appelle Vinciane Després, qui travaille sur les oiseaux, notamment. Oui, et elle a écrit une fiction, c'est ça. Elle se met dans la peau d'un poulpe, je crois. Et je suis très curieuse de lire ses écrits pour voir justement, j'imagine qu'elle se base sur ses connaissances théoriques sur le sujet en tant que chercheuse, j'imagine, et comment elle arrive à l'exprimer dans la fiction. Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne en fait. Mais du coup, à moins que tu aies quelque chose, moi j'aimerais bien avoir aussi. On va passer okay. C'est pas les questions, c'est juste probablement des gens pourraient répondre à cette question dans la salle parce que je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui ont expériences. Des fulgurances de récits comme ça serait chouette. Ou toi, enfin, je veux pas du tout te couper la parole. Enfin, c'est plutôt Léo parce que du coup t'as pas répondu à. J'aimerais bien t'entendre aussi. C'est pas grave, je m'en fous. Donc, qu'on ouvre la discussion tous ensemble à la salle. Peut-être il y a un micro qui est prêt à circuler, je crois. Alors, je vois pas bien qui lève la main. Toujours. Ah oui, là ici. Bonjour, merci pour la table ronde. Je voulais savoir, parce qu'on a beaucoup parlé de la barrière du langage, etc. Je sais que ça va pas corriger toutes les erreurs, mais est-ce que vous êtes déjà intéressé à écrire pour le jeu vidéo, éventuellement, pour faire une expérience de l'autre qui serait différente, peut-être des romans, ou est-ce que vous avez vous-même une expérience de jeu vidéo qui vous a marqué par l'incarnation d'un autre qui a toujours été écrite par les humains, mais bon, voilà, je voulais savoir ça, s'il vous plaît. Qui peut répondre? Je vais réfléchir un peu. Moi, j'ai un peu écrit pour le jeu vidéo, mais j'ai pas eu l'impression que c'était une expérience très émancipatrice en termes de, sur ces questions-là en particulier, mais parce que c'est aussi, pour le coup, si on se pose la question de la poésie et de la fiction narrative, là, on est quand même vraiment très très loin de la poésie. C'est-à-dire que pour moi, la poésie, c'est aussi l'endroit de la liberté la plus grande, et les contraintes matérielles de cette industrie font que la liberté créative est quand même ultra restreinte. Donc ça, j'ai pas l'impression que c'est un endroit de grand épanouissement. Voilà, sur les trucs d'incarnation, j'en sais rien. Là, je suis en train de jouer à Céleste, et j'adore Céleste, et je comprends pas pourquoi. Mais je suis pas l'impression de me confronter vraiment trop à l'autre non plus. Mais voilà, merci aussi pour cette intervention, Léo. D'autres questions ou réactions? Peut-être qu'il y en a. Pour référence, moi je serais très curieuse d'avoir d'autres bouquins, d'autres films, si vous en avez.
Bon, désolée, j'ai une question. Du coup. Est-ce que, parce que vous parliez d'écrire pour des enfants, et je trouve que c'est aussi un axe d'altérité assez intéressant, adulte-enfant. Est-ce que vous avez écrit des livres avec des enfants? Moi, oui. Je sais pas vous. Oui, j'aime bien écrire des histoires avec des enfants. Je suis très sensible en fait à la figure de l'enfance. Après, je me suis pas mis complètement dans la peau de l'enfant et je n'ai jamais écrit une histoire complète. Enfin, j'écris pas pour la jeunesse, j'arrive pas. Mais c'est une figure qui revient souvent et qui m'inspire. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. En tout cas, dans mon premier roman, il y a des enfants et bon, dans Quitter les mondes d'automne, elle est jeune au début, et après elle grandit, elle devient adulte. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce que vous évoquiez. Je travaille avec des enfants en fait dans la vie réelle ou dans une vie parallèle, et ils ont tout un monde en eux, ils portent tout un monde en eux. C'est vraiment très inspirant et je me sens frustrée encore une fois de ne pas pouvoir être capable d'écrire des histoires pour eux. J'aimerais beaucoup pouvoir, par exemple, faire des ateliers d'écriture avec des enfants, peut-être un jour. Cette difficulté dont vous avez parlé tous les deux, en fait, qu'est-ce qui vous semble si difficile dans le fait de franchir le pas et d'écrire de la littérature à destination de jeunes enfants? Je pense que c'est un métier. Ouais. Et après, on écrit aussi en fonction de sujets, de thématiques qui ne sont pas forcément compatibles avec la littérature jeunesse, je pense. Ouais, après moi, ma véritable kryptonite, c'est pas tant d'écrire des livres que des enfants puissent lire, que d'écrire des livres pour les enfants qui savent pas lire, en fait. Ça, c'est le truc pour lequel j'ai l'admiration la plus, je vais pas trouver l'adjectif, mais parce que en fait, alors, du coup, moi j'ai des enfants qui maintenant sont grands, et donc maintenant j'écris avec des enfants, c'est-à-dire que j'écris avec mes enfants et on écrit des histoires ensemble, mais parce que c'est en fait des petits adultes dans la mesure où ils maîtrisent les codes narratifs et ils savent comment on construit une histoire, etc. Et ils ont une agilité avec le langage, etc. Mais quand on écrit pour des enfants qui ne savent pas lire, il y a je sais pas comment dire, pour moi c'est une mise en abîme de difficulté, c'est-à-dire qu'il faut écrire des textes qui sont extrêmement accessibles, qu'on peut relire plein de fois, parce que c'est aussi cette fonction-là. C'est comme la poésie, en fait, c'est des bouquins, quand ils sont bien, on les relit 20, 40, 200 fois, parce qu'il y a ce côté obsessionnel. Donc il faut, et comme c'est les adultes qui prennent ça en charge, il faut que les adultes soient capables de relire 200 fois le bouquin, et pas se faire chier en relisant 200 fois le bouquin. Donc, et ça, moi je trouve ça absolument épatant quand ça marche, et ça marche souvent, en fait. Il y a plein d'excellentes autrices, en l'occurrence, parce que c'est massivement des femmes qui font ces boulots-là, avec en plus une réflexion sur littérature et dessin, parce que c'est très souvent c'est systématiquement des albums illustrés, donc il y a toute cette question de la narration graphique, etc. Pour moi, ça c'est vraiment et c'est assez marrant parce que ça fait partie de mes réflexions politiques sur qui parle et à qui on s'adresse, etc. Et à un moment, j'avais dit, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'on définit comme littérature? Et on définit souvent comme littérature les choses qui sont écrites et qui sont lues, et on ne s'adresse pas à toute cette littérature qui s'adresse aux gens qui n'ont pas de système d'écriture ou de lecture. Et typiquement, les jeunes enfants, voilà, ce sont de petits analphabètes, hein, il faut bien se l'avouer. Et du coup, c'est je sais pas, ça me captive, et je suis aussi, dans ces questions politiques, je suis aussi totalement interloqué par l'absence quasi totale de reconnaissance. Je veux dire, on se plaint souvent en SF quand on n'est pas reconnu comme de la vraie littérature, mais alors les autrices d'albums jeunesse, et il y a des génies, il y a véritablement des artistes incroyables. Voilà, là, je pense à Anaïs Vojlad parce que j'ai un peu une obsession avec elle, mais il y en a plein d'autres. Allez voir, allez lire les Zouza, allez lire les trucs de Anaïs Vojlad, c'est incroyable. Pardon. Et Louvain, peut-être, en parlant des expériences justement d'ateliers avec enfants, il en est sorti quelque chose Ouais, c'est super, mais en fait, je les fais crier, je les fais bouger. En plus, c'est affreux, c'est dans des théâtres, ils essaient de décrocher on dit pas, il faut pas prononcer le air word, les pendlock. Il y a des gens du théâtre ici? Pendrouille, pendlock.
Ils s'approchent ils essaient d'arracher tous les câbles. C'est génial. Je les contrôle pas du tout. Ouais, j'adore travailler avec eux, mais c'est vraiment du coup en oral. Je les fais travailler et je les faisais. C'était avant la pandémie sur le chant de gorge inuit où en fait la gorge de l'autre sert d'écho à son propre cri. Enfin bon, des choses pas du tout gestes barrières. De toute façon, les enfants, voilà, non, mais c'est tout. Et du coup, oui, est-ce que ça m'a, je sais pas, à chaque fois m'apporte beaucoup d'énergie et je trouve ça génial. J'ai pas une impression d'altérité, par contre. Mais je n'élève pas d'enfants, je n'ai pas élevé d'enfants. Je sais pas. C'est pour moi, ça fait partie de tout cet écosystème dans lequel ouais, je sais pas. C'est à la fois très, non, trop psychologique. Ouais. Et sinon, par contre, ça me fait penser du coup, en vous entendant parler tous les deux, par rapport à ta première question, fulgurance d'altérité, c'est très jeune, probablement trop, j'ai lu Les Moumines de Tove Jansson. Et voilà. Ça aussi, ça a été, je comprenais pas ce qui m'arrivait, et à la fois, ça me semblait à la fois tellement différent et oui. Donc j'ai été aussi une sorte d'hippopotame bizarre scandinave. Mais c'est marrant parce que pour moi, les Moumines, tu mets les techniciens du sacré d'un côté et des albums jeunesse de l'autre, et t'as les Moumines au milieu. Enfin, moi, ça me fait le même genre d'impression d'incroyable étrangeté familière, et on a envie de se rouler dedans et d'y rester tout l'hiver, quoi. Et c'est le moment où tu peux chanter Totoro. Non, où tu peux chanter Totoro, Totoro. Une dernière question peut-être ou... Oui. Je voulais revenir sur la question du anthropocentrisme et comment on sort un peu de cette idée-là quand on parlait de sortir de soi et de dépasser du coup la figure humaine dans la question. Récemment, j'ai lu La Horde du contrevent d'Alain Damasio et c'est l'effet que j'ai eu du coup en lisant ce livre parce que le principe du livre, c'est une narration chorale où on suit 23 narrateurs qui ont tous une écriture et un mode de pensée différent. Et leur objectif, du coup, c'est de parcourir une terre qui est sans cesse balayée par un vent. Et cette altérité-là, moi, j'ai trouvé du coup dans la figure du vent qui était complètement inattendue dans cette lecture et complètement différente de ce que j'avais pu lire avant. Et c'est là, en fait, moi, je me suis dit, l'autre, c'est le vent, et ça m'a fait remettre en question beaucoup de choses sur mon niveau de lecture et d'écriture, en fait. Donc, c'est dans quelque chose qui est immatériel, en fait, et invisible, quelque chose de complètement inconnu. Oui, du coup, c'est ces personnages qui n'en sont pas vraiment, qui sont des paysages, comme ce personnage de l'Indienne dans Faillir être flingué, qui pour moi était le paysage, en fait. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, ce personnage. Et du coup, ça me fait penser à Plasma de Céline Minard, où justement, lisez Plasma de Céline Minard. Et on en reparle l'année prochaine. Ouais, moi j'avais pensé à un autre bouquin de Céline Minard parce que j'ai une petite obsession. Alors, on se fréquente pas mal avec Luvan et on travaille beaucoup ensemble. Alors on a des porosités de cerveau, des fois ça va. Donc pardon. Mais donc Céline Minard, qui était plutôt un de ses premiers bouquins qui s'appelle Le Dernier Monde et qui est une expérience assez dingue sur l'altérité et l'anthropocentrisme. Le pitch, c'est un type qui est dans une station spatiale et puis d'un seul coup il se rend compte qu'il a plus de messages de la Terre. Donc il est quand même très fort, il est tout seul, donc il range la station et puis il prend une navette, il redescend sur Terre et il se rend compte qu'il n'y a plus un seul être humain sur Terre. Il s'en rend compte assez vite parce que c'est un technicien, donc il a le moyen d'aller à je sais pas quoi au grand centre de contrôle et il y a vraiment plus un seul être humain, il est le dernier être humain sur Terre. Et là il se rend compte que du fait qu'il est un homme, il n'a pas d'utérus et que donc même avec toutes les banques de sperme du monde, il ne va pas relancer l'espèce humaine et donc qu'il est le dernier représentant de cette espèce humaine. Et donc, du coup, ça raconte, et là, il y a une page absolument incroyable où il se rend compte qu'en fait, il est aussi le dernier dépositaire de toutes les langues de la Terre. Il est le dernier dépositaire du langage. Et là, il dit, enfin voilà, mais les mots n'ont de sens plus que pour moi, je suis libre. J'adore. Je suis libre, sans le E en plus, je suis libre. T'as le libre au milieu de la page. Et à partir de là, on se dit, de quoi est-ce qu'on peut parler, en fait? Qu'est-ce qui se produit dans cette littérature et où ce livre peut s'arrêter? Et c'est ultra bien. C'est juste vraiment génial. Un des premiers trucs idiots qu'il fait, c'est qu'il décide de ranger la planète. Donc, comme il a rangé la station, donc il va chercher des bombardiers et il bombarde les barrages pour libérer l'eau des barrages. Et puis ensuite, il va libérer les ports des élevages industriels de porcs et il monte une armée de porcs pour prendre Ulaanbaatar.
Voilà. Et ça, on est à la page 80, comme ça, il y a 500 pages. Voilà. C'est incroyable. Le dernier monde, c'est fabuleux. Bien, on va s'arrêter sur on va ranger le monde, on va ranger la salle. Je vous remercie en tout cas vivement pour cette table ronde. Et puis, je crois qu'on vous retrouve pour des signatures. Vous devez aller signer. Merci à tous, merci à toutes. Au revoir.